pas besoin d'un micro. On voit être assez forte. Je peux l'augmenter un peu plus. Mais vous m'entendez là? Oui. C'est bien. Alors nous allons commencer le module de néphrologie en sémiologie médicale. Je vais vous faire donc le premier cours. Je me présente, François Ben Abbas, médecine interne, CHU. Et le relais sera pris par ma collègue Dr Kerouaz. Et enfin, je reprendrai à la fin le dernier cours sur les syndromes en néphrologie. Donc ma tâche aujourd'hui, c'est de vous introduire à la néphrologie par des rappels anatomiques, histologiques et physiologiques. Quels sont ces rappels? Ce sont des rappels que vous avez déjà étudiés, enfin, ce sont des notions que vous avez déjà vues en première et surtout en deuxième année de médecine. Mais de tout ce que vous avez vu, nous allons extraire les données à projection clinique. En d'autres termes, pour un clinicien, quelles sont les bases qu'il doit connaître en anatomie, histo et physiologie pour comprendre la clinique du malade et arriver à un diagnostic. Pour chaque rappel, je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi on voit ça et vous allez voir comment en pratique on va agir pour faire l'approche d'un malade et analyser les données pour arriver à un diagnostic en néphrologie. La deuxième notion que je veux souligner avec insistance, c'est sur le rein. Le rein, autrefois, était un organe banal. Quand je dis autrefois, il y a une cinquantaine d'années. Mais depuis ces 30 dernières années, le rein commence à devenir un véritable organe noble. Pourquoi? Non pas par sa fonction, sa physiologie ou son anatomie, pas du tout. Mais surtout par le rôle qu'il joue pour un clinicien. Je m'explique. Quelle que soit votre destinée, vous êtes nombreux, il y aura des généralistes, il y aura des orthopédistes, il y aura des pneumologues, des cardiologues, quelle que soit votre vie future en médecine, quelle que soit la spécialité que vous ferez, vous êtes obligé de connaître, de prescrire des ordonnances. De prescrire, pas d'ordonnances, des médicaments sur une ordonnance. Donc vous allez prescrire des médicaments. Il n'y a pas un médecin qui ne soit pas prescripteur. On est tous médecins, on fait la médecine pour ça. Quelle que soit la molécule que vous donnez à votre malade, en orthopédie, en pneumo, en infectieux, en urserie, en pédiatrie, peu importe, le médicament que vous allez donner à votre malade, dans presque la totalité des cas, ce médicament est éliminé par le rein. Donc il va faire son travail et ensuite il va être éliminé par le rein. Alors, l'élimination de ce médicament par le rein, si le rein est malade et vous ne l'avez pas trouvé, vous n'avez pas cherché le rein, vous n'avez pas exploré, vous donnez votre médicament, alors que le malade a un problème rénal qu'il ne sait pas parce que vous ne l'avez pas exploré, eh bien, ce médicament va encore aggraver le rein déjà malade. La deuxième situation, ce même médicament peut être néphrotoxique. Et donc, vous pouvez le donner en tant que médecin, parce que vous êtes médecin. Vous prenez la responsabilité de le donner parce que vous jugez qu'il faut le donner en surveillant de près la fonction rénale. Ou bien, carrément, vous ne le donnez pas. C'est vous dire le rôle extrêmement important du rein en clinique et encore une fois, dans n'importe quelle spécialité depuis la médecine générale et ailleurs. Et par conséquent, l'exploration de la fonction rénale devient fondamentale pour tout médecin. La troisième donnée récente, actuelle, qui date depuis une quinzaine d'années à peu près, eh bien, c'est qu'aujourd'hui le rein devient un organe qui nous aide énormément à faire des diagnostics de médecine générale, de pathologie. C'est-à-dire que grâce au rein, on peut savoir ce qui se passe dans le corps, mais plus intéressant encore, grâce au rein, on peut savoir ce qui va arriver au corps. On peut déterminer le pronostic cardiaque
ou cardiovasculaire, le pronostic neurocérébral et surtout cardiovasculaire chez n'importe quel individu aujourd'hui, grâce à certains examens que vous verrez au fur et à mesure que nous pratiquons dans l'examen en néphrologie. Et qui est un examen qui est devenu maintenant routinier. Et l'avantage majeur, c'est que tous les examens en néphro aujourd'hui se font dans notre pays et à Constantine entre autres. Enfin, dans tout le pays. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, on fait des rappels anatomo-physiologiques. Ensuite, on passe à la sémiologie proprement dite, c'est-à-dire l'anamnèse, comme vous l'avez fait avec les autres modules, le comportement rationnel de tout médecin, quel qu'il soit, quelle que soit sa spécialité, c'est d'abord discuter avec le malade, avant de lui sauter dessus, ou plutôt de lui sauter dessus directement, sans le discuter avec lui. Ça n'existe pas. Ça, c'est anti-médecin, antinomique, c'est irrationnel. Donc, l'anamnèse, elle est. Pourquoi? Parce que c'est l'anamnèse qui va vous aider à vous informer. Mieux vous êtes informé. Il est logique que mieux vous êtes informé, et mieux vous allez conclure et donc traiter le malade. C'est logique. Que ce soit en cardio, en pneumo, en néphro ou ailleurs. J'insiste particulièrement sur le rein, contrairement à d'autres organes. Par exemple, on n'a pas besoin systématiquement d'explorer le poumon ou le cœur chez un jeune patient qui vient pour un trouble digestif. Je n'ai pas besoin d'explorer le cœur ou le poumon chez un malade qui fait une maladie neurologique récente. Je peux traiter directement. Mais le rein, si, je dois l'explorer systématiquement chez tout individu et régulièrement s'il le faut. Donc, on va arriver à l'anamnèse et ensuite on passera à l'examen clinique, les examens paracliniques, pour finir avec les syndromes. Voilà. Donc, moi, je suis là et je serai aussi là avec les syndromes en néphrologie. Alors, les rappels anatomo-physiologiques. C'est des notions que vous connaissez en principe. Cette diapo, c'est pour vous montrer que l'organe rénal ou les reins sont situés dans la région rétropéritonéale. D'accord? Donc, dans la région rétropéritonéale que vous avez déjà étudiée. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça peut bien foutre? Rétropéritonéale ou latérale ou dans le cerveau? Eh bien, c'est important pour deux choses. D'abord, pour l'examen clinique. Vous avez fait l'examen général. Quand on parle d'un abdomen, on a accès, le médecin il a ses mains pour explorer le foie, éventuellement la rate quand elle est augmentée de volume, le péritoine, l'intestin, s'il y a des masses tumorales, mais les organes rétropéritonéaux, il y en a deux, importants pour le clinicien. C'est le pancréas et le rein. Vous ne pouvez pas leur accéder. Vous pouvez mettre tous vos mains, chez les nids, 50 mains sur l'abdomen, vous ne toucherez jamais le rein chez n'importe qui. Ils sont rétro, donc c'est une difficulté pour le médecin. Le cœur, on peut lui accéder au stéto, à la main, comme on veut. Le poumon aussi. Mais le rein, non. Et j'ai besoin pourtant de savoir comment il est, dans quel état il est, pour que je puisse donner un diagnostic et traiter mon malade. Donc c'est une difficulté, mais qui ne pose pas de problème au médecin. Donc l'essentiel, je sais qu'il est rétropéritonéal, donc inaccessible à l'examen clinique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû toucher imprudemment. Donc, est-ce que c'est clair? La position rétropéritonéale est une information importante pour tout clinicien qui veut faire l'examen du rein. Il n'est pas facile, inaccessible. Alors, à la radio, les radios standards, bien sûr. Aujourd'hui, les techniques radiologiques sont nombreuses. Mais dites-vous bien que très souvent, pendant une garde ou en polyclinique ou dans un village perdu, dans une ville, même dans le cadre d'urgence, il nous arrive de faire un abdomen sans préparation, urgent. Le malade il a des douleurs abdominales ou des coliques néphrétiques, quel que soit le problème qu'il a. Je veux voir les reins.
On peut voir les reins sur une radio d'abdomen, en position debout, bien sûr, pas couché. Position debout, on peut faire un abdomen debout pour voir l'abdomen d'un malade, pour quel que soit le problème qu'il pose. Même s'il vient pour un problème digestif, je veux en profiter pour voir les reins. Alors, il faut qu'un clinicien sache où se trouvent les reins et quelle est leur dimension pour dire ah, il y a une néphropathie associée ou pas. Donc, voici les repères. La hauteur d'un rein, c'est à peu près 3 vertèbres. Parce que dans l'abdomen sans préparation, vous voyez systématiquement, j'ai oublié de vous dire pardon, il n'y aura pas de colis-copier, ça c'est modernisé. Les cours, vous les aurez sur le Tony qui se charge de vous, du module. Il y a un site web auquel vous avez accès. Donc, l'ensemble des cours seront dans le site web. D'accord ? Dans une semaine ou deux, enfin on verra. Mais ce sera rapide. On sort un peu du papier. Ok ? Donc, vous pouvez me suivre, prendre des notes pour vous si vous voulez. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Mais sinon, le cours, vous l'aurez entièrement dans le site web. Alors, je continue. La hauteur d'un rein, c'est à peu près 3 vertèbres. Regardez, 1, 2 et 3 vertèbres à peu près. Donc, c'est une hauteur normale. S'il fait moins que ça, ou au-delà de 3 vertèbres et demie, là, c'est pathologique. C'est des examens qu'on fait rapidement, en fait, qui vont vous pousser à faire d'autres examens pour affirmer ou infirmer ou rejeter une maladie rénale. Grâce à l'échographie au scanner, aujourd'hui, on vous donne les dimensions. Le radiologue ne peut pas vous dire il va vous donner des dimensions sur les comptes rendus de scanner, ou même d'IRM, ou même d'échographie. Et un clinicien, le malade peut vous dire moi je mets un docteur. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Vous êtes obligé de lui répondre. Vous allez lui répondre sur quelle base? Comme ça, non, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est très facile. C'est 3, 6, 12, c'est les multiples de 3. Épaisseur 3. D'accord? Largeur 6, hauteur 12. 3, 6, 12. C'est clair? C'est facile à retenir. Donc c'est 3, 6, 12. Et le poids, actuellement, même le poids, on peut l'évaluer grâce aux techniques radiologiques. Comme le scanner ou l'IRM peut vous donner le poids. Et un rein pèse en moyenne 150 grammes, plus ou moins quelque chose. Donc s'il pèse moins ou plus, soit qu'il y a une néchromégalie, donc un gros rein, soit qu'il y a un rein hypertrophique, parce que le poids est diminué. Ces informations anatomiques que vous avez étudiées en deuxième année, voici quelques-unes qui sont utiles pour le clinicien. Donc moi, en tant que clinicien, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails d'anatomie horribles qu'on a vus en deuxième année. En avant, en arrière, en dedans, en dehors. Bon, pour un chirurgien, oui, c'est logique. Un chirurgien qui va opérer, il est censé connaître ça à fond. Mais pour un non-chirurgien, il a besoin de connaître les bases qu'il lui faut en tant que clinicien. On voit que je dirais même le chirurgien est un prescripteur. Donc il est censé connaître le basique de la fonction rénale pour qu'il puisse s'avancer ou s'affirmer sur un diagnostic, je dis bien un diagnostic clinique rénal. Bon, en gros, si on fait une coupe de rein, là, on va progresser un peu vers la physiologie. Bien. Ce qu'il faut retenir surtout, donc, c'est le cortex et la médulaire, avec le bassinet, d'accord, et les vaisseaux. On rentre maintenant dans le microscopique, dans l'histologie. Bien. Que faut-il retenir? Il y a à peu près, on est tous millionnaires en fait, comme nous sommes ici. Le problème, c'est que nos millions ne sont pas dans nos poches, ni à la banque. Bon, peut-être dans la banque, je suis certain, possible. Mais le plus beau million qu'on peut avoir, qui est dans une devise unique, non convertible, c'est les reins. On a chacun 1 million à peu près de néphrons de chaque côté, au niveau rétropéritonéal. Je veux dire que ces 1 million de reins travaillent pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre vie, pour notre fonction vitale. Et le nombre de reins, aujourd'hui, grâce aux biopsies rénales, on peut calculer, à partir d'une biopsie, le nombre de néphrons qu'il y a dans un rein. Et évidemment, quand on donne à peu près le nombre, le médecin est là pour juger, pour dire « Ah, il y a un déficit ». Bien non, c'est bon, il y a une valeur à peu près normale. Toujours est-il que
le rein, juste pour vous rappeler, c'est des notions que vous connaissez très bien. Donc, le tube proximal, l'anse de Henle distal et le tube collecteur, c'est ça l'usine, la grande usine qui travaille pour nous, qui fait un travail miraculeux, comme on va le voir au fur et à mesure, dans les diapos qui vont suivre, avec l'artère afférente, la capsule de Baumann et le flocculus et l'artère efférente. Bien, je ne vais pas m'attarder sur ça. Alors, ça c'est une notion importante. Il faut connaître. Alors, je ne sais pas comment vous avez fait en histologie, mais je donne l'histologie pour le clinicien. On a deux types de néphrons, on a deux populations de néphrons. On a la population de néphrons qui est corticale et la population juxtaglomérulaire, ou juxtamédulaire. Donc, le 1 million de néphrons se répartit dans le rein en presque 2/3 dans le cortex du rein et le 1/3 dans la médulaire. Pourquoi est-ce que c'est important à connaître? Il ne faut surtout pas l'apprendre bêtement. Ah, il y a 2/3, 1/3, c'est bon. Non. C'est que cette situation, cette information, a son utilité pour le clinicien. Vous verrez avec moi dans les syndromes, et surtout dans le module clinique, que lorsque un malade commence à se déshydrater, d'accord, à perdre de l'eau, il va être en hypovolémie, et donc il va commencer par faire un déficit de la perfusion du rein. Il est en hypovolémie parce qu'il perd de l'eau, et donc la perfusion du rein va diminuer, les débits rénaux vont diminuer. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale fonctionnelle. En fait, le rein va commencer à se déshydrater au niveau cortical. Donc la plus grande population de reins, les 2/3 des reins qui sont dans le cortex, c'est eux qui vont commencer à souffrir par le manque d'eau, l'hypovolémie, par l'insuffisance rénale fonctionnelle. Ils vont déclencher, ces néphrons vont déclencher une insuffisance rénale fonctionnelle parce que le débit rénal nasse et il y a une baisse de volume. Vous êtes médecin, il y a une insuffisance rénale fonctionnelle, on sait la diagnostiquer de l'extérieur. Sur un ionogramme sanguin urinaire, une créatinine, il y a une insuffisance rénale fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population, dès l'instant où un médecin prononce le mot d'insuffisance rénale fonctionnelle, ça se traduit histologiquement par les 2/3 des néphrons corticaux sont en souffrance, en grande souffrance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en médecine aujourd'hui? Vous traitez le malade, vous corrigez la volémie, les néphrons ils sont sauvés. C'est comme quelqu'un qui se noie dans la mer et vous le sauvez, c'est bon. Si vous n'intervenez pas, ou bien vous intervenez mal en tant que médecin, eh bien, cette insuffisance rénale fonctionnelle, cette souffrance va s'étendre à la médulaire. Et le tiers qui reste, ou moins du tiers des 15% des néphrons médulaires, vont aussi être attaqués. Mais quand ils sont attaqués, ceux du cortex, c'est foutu, ils sont morts. C'est la nécrose, comme l'infarctus. Donc, l'extension de la souffrance va à la médulaire, mais en laissant derrière un désert, une terre brûlée, c'est-à-dire un cortex brûlé, une essence rénale qui devient à ce moment-là organique. Donc, quand il y a une insuffisance rénale fonctionnelle, il faut comprendre que les 2/3 de 1 million de néphrons sont en souffrance. Et c'est une urgence. S'il n'y avait que 15%, on peut banaliser. Si c'était 40%, on peut banaliser, on peut attendre. Mais s'agissant que l'insuffisance rénale fonctionnelle égale plus 85% du 1 million de néphrons, de chaque côté, sont en souffrance terrible. Il faut agir vite pour leur éviter la mort. Parce que si on n'intervient pas médicalement, au bout de 12 à 24 heures, ça devient irréversible. Et ces néphrons corticaux traduisent l'insuffisance rénale organique. Vous m'avez compris? Hein? Pas dormi. Bien. Donc voici les deux types de néphrons, les juxtamédulaires et les néphrons corticaux. On vous donne cette information pour que vous compreniez le rôle important de chaque population de néphrons et quelle est son utilité pour le clinicien au lit d'un malade.
Le glomérule maintenant. Le glomérule, ouais, donc en fur et à mesure, le rein va nous livrer ses secrets. Et quand on connaît les secrets de quelqu'un ou d'un organe, c'est bon. On maîtrise la situation. Bien. Alors c'est comme si je connaissais le compte bancaire de chacun de vous. Là, je peux vous faire le hacker de banque à l'aise. Mais si vos comptes bancaires ne sont pas bien remplis, je n'ai pas besoin de me transformer en hacker. Ben, la même chose pour le rein. On arrive au glomérule. Est-ce que cette notion histologique est importante pour le clinicien? Eh bien oui, aujourd'hui, elle est extrêmement importante. Je suis clinicien, je ne suis pas histologiste. Je fais médecine interne depuis plus de 40 ans. Donc, je suis clinicien depuis plus de 40 ans. Et moi, je ne vais pas refaire encore une fois, comme tout à l'heure pour l'anatomie, toute l'histologie qui aveugle les yeux, qui ne se rentre pas dans la tête, il faut la répéter 50 fois, et ça s'oublie. Durant les vacances, le soleil frappe, ça c'est vraiment frappe. Maintenant, j'espère que cette fois, avec les peu de notions que je vous donne, même s'il y a le soleil, toutes les planètes lumineuses du cosmos qui arrivent, il faut penser à ça d'abord. Vous avez le droit de vous évaporer, vous, mais pas ce que vous avez dans la tête sur ça. Pourquoi? Parce que le glomérule, voilà comment il se présente. Bien. Il se présente avec une capsule de Bowman, une artériole afférente, en bas, qui rentre après un flocculus que vous connaissez, n'est-ce pas? Et qui sort en artère efférente, ou artériole efférente. À l'intérieur, ce flocculus, c'est comme de la corde, de la ficelle. Il ne vient pas en l'air comme ça. Si je veux faire une spirale avec une corde, rien qu'un grand magicien, c'est autre chose. Donc il faut une substance de soutien qui maintient le flocculus dans cette forme-là. Vous avez vu le flocculus, il y a des va-et-vient, c'est une spirale. C'est le mésangium. D'accord? C'est grâce au mésangium, c'est comme de la pâte à modeler sur laquelle vous enroulez de la corde. Pour comprendre l'image du flocculus dont vous allez comprendre l'intérêt clinique. Avec bien sûr la macula densa qui se trouve là. Bien. Alors, on sait que le sang traverse le flocculus et l'urine primitive va sortir dans le tube proximal. Ensuite, elle va être filtrée, donc il y a des réabsorptions pour donner l'urine finale. Toute substance étrangère, tout médicament, tout colorant, tout ce que vous mangez dans la journée, tout médicament que vous pouvez prendre dans la journée, vous ou votre malade, vont obligatoirement arriver à traverser le flocculus, être filtré, et le sang sort filtré, nettoyé de toute substance étrangère ou toxique ou à éliminer. C'est clair? Bien. Donc, et par conséquent, la santé de mon glomérule, l'histologie de mon glomérule, l'intégrité histologique de mon glomérule doit être normale. Si elle n'est pas normale, ce qui rentre va ressortir. Ce n'est pas logique. Et il va revenir à l'organisme. Deuxième situation. Il y a des substances, on verra pour les maladies auto-immunes, les complexes humains, quand ils arrivent là, pour être éliminés, eh ben, ils ne sortent pas, ils se fixent dans le flocculus. Ils se déposent. Ils vont entraîner des inflammations qu'on appelle glomérulonéphrite. Donc, en fait, quand on parlera de glomérulonéphrite, une pathologie donc mondialement prévalente, existant dans tous les pays du monde, c'est tout simplement une réaction inflammatoire de ce flocculus. Aujourd'hui, on fait des biopsies de rein. Grâce à la biopsie de rein, on analyse quoi? On analyse le mésangium. On analyse l'artériole dans le flocculus. On compte au microscope le nombre d'éléments du flocculus. Dans certaines maladies, il diminue, dans d'autres maladies, bon. Donc, les dépôts qu'on peut observer dans le flocculus ou dans le mésangium, les altérations histologiques de la paroi artérielle de ce flocculus me permettent de dire que c'est une glomérulonéphrite, mais quel type de glomérulonéphrite? Il n'y a pas qu'une glomérulonéphrite. Il y a plus d'une cinquantaine de variétés de glomérulonéphrite. Et grâce à ça, je vais confirmer un diagnostic chez mon malade et donner le traitement
qui peut être un antibiotique, un anti-inflammatoire, un anticancéreux, une immunothérapie ou même une greffe rénale quelquefois. C'est un rein qu'il faut enlever. J'ai une histologie compromettante, végétale. Ce n'est pas mauvaise. Au fur et à mesure de la clinique, en études de clinique et plus tard aussi, vous allez au fur et à mesure connaître les glomérulonéphrite qu'on rencontre en cardiologie, glomérulonéphrite associée aux endocardites. En maladie infectieuse, vous allez faire de l'infection des glomérulonéphrite post-infectieuse, dans la tuberculose, dans la streptococcique, la staphylococcique, celle du paludisme, etc. Elles ne sont pas les mêmes, elles sont différentes. Vous allez en rhumatologie, vous allez faire la rhumateuse, vous allez voir des glomérulonéphrite qu'on trouve au cours des maladies rhumatologiques. Vous allez en orthopédie, vous allez voir les glomérulonéphrite qui s'associent à certaines maladies osseuses en orthopédie. Vous pouvez me citer n'importe quelle spécialité et je vous dirai le type de glomérulonéphrite qu'on rencontre dans cette spécialité. Mais chaque glomérulonéphrite, on va vous la décrire comment? En vous disant il y a des dépôts de tel type de globuline, de complexe humain, de tel type au niveau mésangial ou bien au niveau du flocculus. Est-ce que c'est clair? C'est rentré dans la tête. Donc, je ne suis pas histologiste, je suis clinico-histologiste, plutôt histoclinicien. Là, d'accord? Je prends ce que je dois savoir pour comprendre les pathologies et les diagnostics que je vais apprendre au fur et à mesure. C'est pour mettre un peu plus de détails, toujours dans le glomérule. Donc ici, on ne le voit pas bien sûr, mais parce que la capsule de Bowman, en fait, elle épouse toute la surface artérielle. Là, c'est une coupe. Mais dans la réalité, la capsule de Bowman, elle est sur toute la surface artérielle de ce flocculus. Ça augmente la surface d'échange. Si je vais comme ça, voilà un exemple net. Regardez la capsule de Bowman, comment elle colle à l'artériole. Ouais, ça, c'est une petite artériole du flocculus, une partie du flocculus. On va parler dans les syndromes du syndrome néphrotique, qui est fréquent en pédiatrie et fréquent aussi chez l'adulte. Le syndrome néphrotique, on va le rencontrer de façon primitive, comme ça, ou plus fréquemment au cours de certaines maladies. Le diabète, le TKHU, le lupus, la sclérodermie, bref, les maladies sont nombreuses, la sarcoïdose. Ce syndrome néphrotique, il y a une particularité pour le confirmer ou l'affirmer. Affirmer sa nature. On a la protéinurie, on va en parler dans les cours plus tard, mais la particularité du syndrome néphrotique, c'est la biopsie rénale aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ces cellules que vous voyez là, vous voyez, c'est des cellules avec des pieds, qu'on appelle les pédicelles. Si vous allez au cours d'histologie, vous allez les trouver certainement. Eh bien, pour le clinicien, ces podocytes, ces cellules à pied qu'on appelle les podocytes, sont importantes. Pourquoi? Parce que dans les syndromes néphrotiques, surtout purs, ces pieds disparaissent. Ces cellules ne sont plus des podocytes. Ils deviennent des cellules plates sans pieds. Et elles vont coller contre le vaisseau, l'artériole du flocculus. La disparition des podocytes ou des pieds cellulaires vous confirme un syndrome néphrotique de type auto-immune. Donc, les cellules, les podocytes, il faut les connaître. Un glomérule, c'est une artère afférente, artère référente, un flocculus, un mésangion et des podocytes. C'est pas facile. C'est pas difficile, pardon, c'est pas difficile à retenir. Donc, je vais vous faire réciter. Répétez-le moi 5 fois, chacun. Comme ça, ça restera définitivement. Et vous allez comprendre l'intérêt clinique au fur et à mesure. On va dans la physiologie maintenant. Dans la physiologie, de toute la physiologie que vous connaissez en clinique, pour un clinicien. D'abord, c'est le débit sanguin rénal, 1 litre par minute. C'est 20% du débit cardiaque. Bon. Et le sang qui traverse le rein, 90% du débit va au cortex. Si je reviens à l'extension fonctionnelle. Imaginez, pour mieux comprendre, on est voisins, vous et moi, il y a un seul tuyau d'eau qui arrive de l'extérieur, le préco-océan. Sauf que le plus gros du tuyau, 1,5 m,
maintenant vous prenez le petit tuyau. Donc l'alimentation en eau est déséquilibrée. Mais c'est ce déséquilibre qui fait la vie. Notre vie, en fait, est un ensemble chaotique, un ensemble de déséquilibre. Il y a plus de sodium en dehors de la cellule qu'à l'intérieur, oui ou non? Il y a plus, et si on remet l'équilibre du sodium, c'est la mort. Il y a plus de potassium dans la cellule qu'à l'extérieur. Eh bien, pour les débits sanguins, c'est kiff-kiff. C'est comme l'eau. Donc, 90% du débit, je le prends un an, au-dessus du cortex. Et vous êtes un médulaire, vous avez à peine un filet d'eau. Parce que le plus gros filtre, le plus gros travail colossal, l'usine la plus forte, elle est chez moi, le cortex. Et c'est ce qui se passe ici. On vous dit 90% du débit sanguin qui traverse le rein traverse le cortex et à peine 10% le médulaire. Pour sortir du rein en carrément artère efférente. Voici à peu près les résistances vasculaires. Là, je ne vais pas trop m'attarder entre l'artère efférente et efférente. L'autre utilité, en clinique de jour, vous avez fait cardiologie. Oui. On vous a parlé de l'hypertension artérielle. Vous l'avez fait aussi en deuxième année, je crois, en physiologie. Maintenant, en clinique, on ne va plus vous embêter avec toute la physiologie que vous avez fait, etc. Mais on va vous dire, on a des antihypertenseurs que vous allez donner, vous, à vos malades. Vous dites qu'un hypertendu, vous allez le traiter. Mais vous allez voir dans la classe des antihypertenseurs, il y a des antihypertenseurs qui agissent sur l'artère afférente, qui ouvrent l'artère afférente. Il y a d'autres qui ouvrent l'artère efférente. Et il y a d'autres médicaments antihypertenseurs qui agissent sur les deux. À quel moment il faut donner l'un ou l'autre ou le troisième? C'est quand vous avez bien compris ça, le choix va se faire systématiquement de façon logique. Quand je donne un captopril ou je donne un physiotherapie sur une inflammation de pas, elle est bénéfique. Parce que c'est au cas par cas, l'hypertension artérielle, même si elle est essentielle, elle n'a pas la même figure d'un individu à l'autre. C'est clair? Et sachez que ces notions de d'histologie ou d'histophysiologie vous seront utiles pour comprendre la pharmacothérapie que vous allez, et au fur et à mesure, utiliser pour traiter vos maladies. Alors, on a fait l'anatomie, l'histologie, la physiologie. Ça, c'est l'organe. On va rentrer maintenant dans la fonction de l'organe. On vous a toujours dit que le rein était une glande endocrine. Donc, presque au même titre que la thyroïde, la surrénale, les ovaires chez la femme, chez l'homme et du couple. Mais, quelle est sa particularité? C'est une glande, le rein est une glande endocrino-métabolique. Elle est endocrine et métabolique à la différence des glandes endocrines. Donc, le rein est une glande endocrino-métabolique qui joue un rôle très important dans la vie de l'individu et dans la survenue ou le déséquilibre des maladies que vous allez voir chez vos malades que vous allez consulter. Comment et pourquoi? Alors, il y a des systèmes vasoconstricteurs. Il y a des systèmes vasodilatateurs auxquels le rein est sensible, auxquels le rein va réagir de façon hormonale. Les systèmes vasoconstricteurs, c'est surtout celui-là, le premier que vous connaissez. C'est quoi? Le rénine-angiotensine-aldostérone. Ça, c'est à connaître par cœur, à fond, à bien comprendre, parce que ce système rénine-angiotensine-aldostérone, il est utile en néphrologie, mais beaucoup plus utile en cardiologie, et même dans les maladies métaboliques aussi. Bien. Et grâce à l'angiotensine 2, qui est le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. Bien. Mis à part cela, les autres substances auxquelles le rein est sensible, c'est l'ADH que vous connaissez, la dopamine, l'endothéline, produite par la paroi artérielle interne, c'est l'endothélium, et l'adénosine. Les systèmes vasodilatateurs, la même chose, auquel le rein est sensible, il va réagir, il va réguler, c'est les prostaglandines, surtout les E et les I2. Les E2 et I2, pardon. Ainsi que la bradykinin, qui est la substance la plus puissante en vasodilatation, ou la plus vasodilatatrice de l'organisme. Notre corps humain fabrique des substances vasodilatatrices nombreuses, mais la plus puissante est en angiotensine 2, et des substances vasodilatatrices
la plus puissante étant la bradykinin. Quand vous ferez le traitement de l'hypertension artérielle, vous allez voir les traitements modernes actuellement aux États-Unis, en Europe, même chez nous en Algérie, d'ailleurs, s'attaquent à l'angiotensine 2. Donc, c'est des médicaments qui bloquent la vasoconstriction qui fait l'hypertension artérielle. On va bloquer l'angiotensine 2 pour empêcher l'angiotensine 2 d'agir, et donc, elle va se dilater. Quelques rares médicaments vont inhiber la bradykinin. Plus le facteur atrial natriurétique et le monoxyde d'azote, le NO que vous connaissez en principe. Vous avez fait la biologie. Que fait le NO? De quoi? Quel vaisseau? Des petits vaisseaux, surtout des petits vaisseaux, entre autres les coronaires. D'accord? Et même au niveau rénal ou au niveau cérébral, le NO agit uniquement à une très bonne action sur les petits vaisseaux, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des artères de calibre réduit. Les artères à gros calibre, il a une action de faible réduite. La fonction exocrine du rein. La fonction exocrine du rein, c'est la rétention hydrosodée physiologique due à l'aldostérone, vous connaissez, due un peu à l'ADH, ça l'état normal. Donc c'est l'équilibre hydroélectrolytique. L'équilibre acido-basique, vous savez très bien que c'est le tube proximal du rein qui contrôle les ions H+, et leur réabsorption pour contrôler le pH. Quand on est en acidose, on peut l'être tous, sans faire d'acidose pathologique clinique. On va être un peu fatigué, on va être épuisé. Alors on conseille aux gens de prendre du bicarbonate, carrément, de source, ou de l'ajouter dans l'alimentation ou dans l'eau. On est plus fréquemment en acidose qu'en alcalose. Pourquoi? Parce que notre alimentation est majoritairement acide. N'est-ce pas, mesdames, vous qui faites la cuisine, quand vous achetez la tomate en conserve, quand vous achetez tout ce qui est alimentaire, les produits de conservation, c'est surtout l'acide citrique, c'est acide. Et tous les produits de conservation sont acides. Il y a que les légumes, c'est-à-dire ce qui vient de la terre, qui est rarement acide. Et donc, notre alimentation est plus fréquemment acide. Donc, le travail, vous lui donnez de l'acide, lui est chargé de l'éliminer, d'équilibrer. Et imaginez un rein fatigué, malade. Eh ben, il va décompenser. Qui c'est qui contrôle le pH? C'est pas le cerveau, c'est pas le cœur, c'est pas les os, c'est surtout le rein. 95% c'est le rein, un tout petit peu le poumon. Donc, les déchets métaboliques, tous les déchets métaboliques, c'est-à-dire tout ce qu'on mange, tous les déchets métaboliques de nos cellules, parce que nos cellules sont vivantes grâce à des activités métaboliques continues 24 sur 24, ces déchets sont obligatoirement éliminés par une seule poubelle. Un seul incinérateur, et c'est encore une fois le rein. Ces déchets traversent le flocculus pour passer dans le glomérule et être éliminés dans les urines. Comprenez que le trajet doit être propre, c'est-à-dire les artères afférentes et afférentes surtout, et le flocculus et la capsule de membrane. Et l'élimination aussi des toxines. On verra ça dans les symptômes. Bien. La fonction endocrine et paracrine du pancréas. Vous l'avez étudié déjà en deuxième année, que c'est le rein qui fabrique la rénine. Donc, les troubles de la sécrétion de la rénine peuvent induire de l'hypertension artérielle, peuvent induire des maladies vasculaires, vont compromettre l'angiotensine 2, puisque vous connaissez le système rénine-angiotensine, et donc ça va bousiller tout le fonctionnement artériel. Vous voyez que c'est un organe, et seul le rein fabrique la rénine. C'est important de savoir ça. Deuxièmement, l'érythropoïétine. L'érythropoïétine, vous l'avez étudié aussi. Et donc, en insuffisance rénale, donc quand le rein est malade, il y a un déficit d'érythropoïétine, et les insuffisants rénaux sont fréquemment anémiques. Et il ne s'agit pas de leur donner du sang, ça ne sert à rien, parce qu'on leur donne du sang. Ils sont bien pendant un jour. Et ensuite, le sang est consommé, éliminé, c'est tout. Il faut leur donner de l'érythropoïétine. Aujourd'hui, on injecte les insuffisants rénaux de l'érythropoïétine.
Chose qu'on n'avait pas dans les années 70 et 80. J'étais étudiant, ensuite résident, ensuite maître assistant. L'érythropoïétine n'existait pas, ni en Algérie, ni en Europe. Maintenant, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, on dispose de l'érythropoïétine injectable, comme dans nos insuffisants rénaux. Mais vous savez pourquoi vous la donnez? Vous la donnez lorsque le rein est complètement foutu. Et c'est lui le seul qui fabrique de l'érythropoïétine. Mis à part ça, la vitamine D. La vitamine D, elle est synthétisée au niveau déjà intestinal. Mais si elle ne traverse pas le sang qui ne passe pas par le rein, cette vitamine D est inopérante. Il lui faut un visa d'activité. Et le visa d'activité, c'est le rein qui lui donne la transformation en 25 hydroxy vitamine D. Les prostaglandines, on a vu tout à l'heure leur rôle. C'est le rein qui les fabrique. Ils ont un rôle multiple en fait. Et ces prostaglandines sont découvertes récentes. C'est un Anglais qui s'appelle Vane qui les a découverts. Et quand il les a découverts, ces prostaglandines, il pensait que c'est des protéines hormonales qui étaient sécrétées par la prostate. C'est ce qui leur a donné le nom de prostaglandine. Et en fait, quand la médecine s'est développée, on a compris que ce n'était pas uniquement la prostate, qu'il y avait beaucoup d'organes qui pouvaient fabriquer et qu'il n'y avait pas qu'une prostaglandine, il y avait plusieurs. Et bien, grâce à cette découverte, à ces informations scientifiques, on a compris que depuis la découverte de Vane, pensant que ces protéines sont d'origine prostatique, aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs prostaglandines fabriquées par le poumon, fabriquées par le foie et surtout par le rein, concernant les E2 et I2. Enfin, le catabolisme des hormones. La question piège que vous pouvez poser à tout diabétologue, dites-leur, l'insuline, elle est dégradée à quel niveau? Je peux vous jurer, est-ce que vous voulez? Je fais le pari et vous payerez le repas, si je l'ai gagné. Ils ne savent pas que l'insuline est dégradée au niveau du rein. C'est le rein qui dégrade l'insuline. Alors que, pourquoi? Parce que la plupart des hormones et des médicaments et des substances étrangères sont dégradées par le foie. L'usine qui détruit le plus, c'est le foie. Et attendez-vous à ce que quelqu'un va vous dire « Ah oui, je crois que c'est le foie. » C'est pas le foie. L'insuline, elle est dégradée au niveau du rein. Et quand le rein est insuffisant, donc l'insuline est mal dégradée. Les boueurs qui ne passent pas devant votre maison, vous jetez votre poubelle, elle reste devant la maison. Vous jetez le deuxième sac, au bout d'une semaine, vous allez vous payer les mouches et les moustiques. Ben, c'est la même chose ici. Donc si l'insuline n'est pas dégradée, eh bien, elle va continuer à circuler et faire des hypoglycémies aux malades. C'est clair? Donc qu'est-ce qu'il y a encore? Le glucagon, vous connaissez? Cellule alpha, hormone hyperglycémiante, la même chose. Elle est dégradée au niveau du rein et non pas au niveau du foie. Le glucagon agit sur le foie pour libérer du glucose. Mais il va mourir dans son cimetière. Son cimetière, c'est le rein. La même chose pour la parathormone, la calcitonine, la SPH, enfin vous connaissez ces substances. Bon, on va s'étaler sur ça et on verra. Bien. Voici les rappels que je voulais faire, anatomique, histologique, physiologique. Je vous invite, et je vous demande, je ne vous invite pas, je vous demande, je peux même vous dire, je vais plus loin, j'exige de vous que vous revoyez vous-même, d'accord, ces bases anatomiques, surtout histophysiologiques, parce que la physiopathe, c'est la dérivée de la physiologie. Donc quand vous connaissez la fonction d'un organe, quel qu'il soit, cœur, rein, poumon, vous allez mieux comprendre la physiopathologie et donc la maladie. Il y a deux façons d'apprendre la médecine. Ou bien vous l'apprenez bêtement, je m'excuse du terme, comme ça. On apprend, hein? On va répéter, on apprend. Mais il suffit que Dieu demande la différence, c'est foutu. Parce que la médecine est une substance dynamique, elle n'est pas statique. Le Majmechi, il dit, Esma, qu'est-ce que tu as comme critère? 5 critères, comme c'est le diagnostic. Non, c'est faux. C'est la physio qui fabrique la physiopathe fabrique le diagnostic. Le diagnostic, précis, avec précision. Donc c'est pour ça que je vous dis, revoyez vous-même, à partir de ce que je vous donne, essayez d'enrichir un peu plus vos connaissances et les répéter, elles vous seront très utiles pour comprendre les diagnostics et surtout la thérapie, la pharmacothérapie. C'est clair? Et c'est valable quel que soit votre avenir professionnel.
Alors, on arrive maintenant à l'anamnèse. Le malade arrive, on va discuter avec lui. Bien. Bien entendu, ici, personnellement, je suis dans le pôle rénal, dans le pôle néphrologique. Dans le pôle néphrologique, je vais m'intéresser, donc je vais poser des questions en rapport avec le rein, et non pas avec le cœur ou le poumon. Et bien entendu, à l'anamnèse, on vous l'a dit au début de l'année, que pendant l'anamnèse, c'est le malade qui parle. Et c'est vous qui dirigez la discussion. Et pas l'inverse. Si vous inversez, vous allez raconter votre vie au malade, c'est bon. Et c'est vous qui sortirez avec une ordonnance, et pas lui. Donc, le malade va parler, vous dirigez, vous, les questions. Très souvent, pour ne pas dire très même fréquemment, des malades sortent du sujet. Vous lui posez une question sur un signe fonctionnel, et la politique, etc. Bien entendu, il faut avoir le tact pour le dire. Court sujet, 0 sur 20. Non. Le ramener stratégiquement à la question, parce que votre objectif en tant que médecin, et la médecine, encore une fois, pourquoi elle est noble? Parce que c'est une science humaine qui touche à l'homme. Pourquoi aussi elle est noble? C'est la seule science qui touche à l'homme qui n'est pas fabriqué par une usine, ni par une machine. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une boîte de tomates, ce n'est pas une chaussure. Qui peut fabriquer un être vivant, un homme, un être humain? Personne. On a cloné, mais on n'a pas pu fabriquer. Alors vous vous rendez compte que, en fait, Dieu vous a offert sa créature pour que vous preniez soin de cette créature. Et alors, de sa créature. Alors, si vous ne prenez pas soin de sa créature, c'est que vous refusez carrément ce don, cette science. Parce qu'il y a deux façons de la faire. De façon charlatanique, on tombe dans le charlatanisme, à ce moment-là, on arrête le cours, on va tous sortir au marché acheter des boules de cristal. Mais ou bien, on essaie de comprendre cette science et on va la mettre en pratique au lit des malades. On commence d'abord par discuter avec le malade. C'est very, very important. Alors, l'interrogatoire. On commence par les antécédents pathologiques familiaux du malade, ensuite les antécédents pathologiques personnels, ensuite les signes fonctionnels. Les antécédents pathologiques familiaux, les voici. Alors on peut se poser la question, comme tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut bien foutre, en quoi ça peut être utile? Je n'ai pas besoin d'être informé comme ça. Ça va vous dire, on va s'entendre bien. C'est pour moi et pour que je comprenne bien mon malade qui est en face de moi. Les antécédents familiaux, parce que scientifiquement, il a été démontré depuis plus d'un siècle que l'hérédité médicale, l'hérédité pathologique existe, est connue. Et par conséquent, si le malade que j'ai en face de moi a dans la famille des maladies chroniques, donc il est hautement probable que ce malade a une de ces maladies, ou bien est candidat à une de ces maladies. Donc j'ai besoin de savoir. Alors s'il n'a pas d'antécédent, je dis tant mieux, c'est un critère de moins. Donc c'est une information importante pour moi pour que je réduise mon hypothèse diagnostique. Et je peux vous citer des exemples. Un exemple parmi tant d'autres, parmi des milliers d'exemples. Au cours du diabète, vous connaissez tous le diabète sucré, bien sûr. Dans le diabète sucré, il y a des complications. Des complications de la rétine, du cœur, des reins, neurologiques, etc. Alors, à un moment donné, au début des années 80, 81, 82, il y a un groupe de diabétologues scientifiques aux États-Unis, en Arizona plus précisément, qui se sont intéressés à la néphropathie diabétique. Alors, ils ont commencé à chercher les antécédents chez les diabétiques familiaux, bien sûr. Et bien, lorsqu'ils ont publié leur travail, c'était un boom en sciences. 85 ou 86, après 5 ans d'études.
leur travail a été publié dans toutes les revues du monde, attestant que les diabétiques, eh bien, ils sont candidats à une complication rénale, ils ont un risque de faire une complication rénale qui est multiplié par 3 jusqu'à 5 s'ils ont un antécédent familial de néphropathie ou d'hypertension artérielle. En d'autres termes, j'ai un diabétique qui vient consulter chez moi, il me pose la question, docteur, est-ce qu'il vous fait une atteinte rénale? Parlez-moi de vos antécédents, de votre mère, de vos parents et grands-parents et oncles collatéraux. Il n'y a aucun antécédent. Non, vous êtes largement protégé. Je ne dis pas du tout. Ça, on n'a pas le droit à un scientifique. Mais si je trouve des antécédents, je vais prendre mes précautions en tant que médecin pour le traiter et le surveiller particulièrement sur ses reins parce que j'ai trouvé des antécédents de néphropathie ou d'hypertension artérielle dans la famille. Vous avez compris. C'est ça l'intérêt de la question quand vous posez les malades. Ça va vous mener à être bien informé pour prendre une décision. Et non pas pour voir, comme on voit un film qu'on envoie à la télévision. C'est bien, on finit, on va dormir. Non, ça c'est une décision que vous allez prendre, pratique. Alors, donc, quelles sont les maladies? En fait, elles sont nombreuses, mais j'ai mis les plus fréquemment recherchées ou quelles sont les plus fréquentes à poser systématiquement aux malades, quels qu'ils soient. L'hypertension artérielle, les maladies rénales, quelles qu'elles soient, le diabète, maladie métabolique, la goutte, vous connaissez la goutte? Voilà, l'hyperglycémie et autres. Les lithiases rénales, on le voit fréquemment chez nous. Et faites l'interrogatoire dans chacun de sa famille. Vous allez trouver au moins une personne dans la famille, même lointaine, qui a fait une lithiase rénale ou bien polydocienne. Donc, ces maladies prévalentes, c'est-à-dire fréquentes, se transmettent au premier, au deuxième, au troisième degré. Donc, je les cherche. Antécédents pathologiques maintenant personnels. Alors, il y a les antécédents infectieux, on verra ensuite, maladies chroniques, les allergies et les médicamenteux. Alors, antécédents infectieux. Les maladies infectieuses, pourquoi il faut les chercher d'après vous? Chez mon malade, il a un problème rénal, suspect, enfin il a un problème. On pense qu'il a un problème, on n'est pas sûr. Mais je dois chercher s'il a des antécédents infectieux. Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Oui, oui. L'anéphrite post-infectieuse. L'anéphrite post-infectieuse n'existe pas. L'anéphrite post-infectieuse. Mais moi, je cherche les antécédents sur des mois. Alors que la glomérulonéphritite, on va la faire ensemble. C'est sur 2 à 3 semaines. On va dire sur 3 semaines maximum. Mais moi, je cherche les antécédents infectionnels qui remontent à des mois antérieurs. Le dépôt du complexe. Très bien. Par rapport à quoi? L'augmentation des anticorps au niveau sanguin due à l'infection. Alors, l'insuffisance rénale. la réponse aux anticorps n'est pas l'augmentation. Parce qu'en fait, un sujet bien constitué, dès qu'il est agressé par une bactérie ou même un virus, systématiquement notre système immunitaire va envoyer des anticorps. Donc c'est une sécrétion physiologique d'anticorps qui va se fixer aux bactéries, d'accord, aux germes, qui sont des antigènes. Vous avez fait de l'immuno. Le complexe antigène-anticorps va se constituer, mais quand il se constitue, il doit être éliminé. L'anticorps, pourquoi il se fixe à l'antigène? Oh, c'est pas pour passer une soirée en boîte en musique avec lui. C'est pour l'envoyer. Mademoiselle, elle est méchante, je la prends par la main. Et, vous êtes pas mon but, c'est très gentil. Bon, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais l'anticorps, elle fait l'antigène, je la prends par la main, on l'effronte au glomérule, pour la mettre dehors. L'anticorps va avoir le même comportement vis-à-vis de l'antigène. Donc, le complexe humain, dès qu'il se constitue, consolidé par l'action du complément, on ne va pas rentrer dans ces détails, eh bien, ce complexe humain doit être éliminé. Ce n'est pas le foie qui l'élimine, ce n'est pas la vésicule biliaire qui l'élimine, ce n'est pas le poumon qui l'élimine, c'est le seul organe qui élimine, vous connaissez là, c'est le rein. Or, ça, c'est une réaction physiologique chez nous tous. Qui n'a pas fait une grippe ou une infection
ORL, cutanée, tout le monde. Oui ou non? Bref. Et donc, à chaque fois qu'on fait une infection, il faut comprendre qu'il y a eu des complexes humains qui ont été dans notre sang et qui ont été éliminés par le rein. Mais la chose ou la médecine n'a pas encore d'explication. Ce sera un prix Nobel pour celui qui trouvera l'explication des intimes. Il y a des complexes humains, quand ils arrivent au glomérules, ils ne sortent pas, ils se déposent. Et d'autres sont éliminés, mais leur sortie va entraîner des réactions inflammatoires. En d'autres termes, je vais prendre quelqu'un de Baraké, lui, par exemple, je suis l'anticorps, l'antigène, je le prends, il refuse de sortir, il peut casser la porte, mais il laissera la porte cassée. C'est la glomérulonéphrite lésionnelle. Ou bien, il arrive à ne pas sortir. Et donc, je me trouve coincé avec lui, il se dépose. Et c'est les glomérulonéphrite à dépôt. Dans tous les cas, c'est des glomérulonéphrite. Dans tous les cas. Vous voyez, en fait, cette situation se produit quand il y a une maladie infectieuse. Mais quelles sont les infections les plus fréquentes à chercher chez un malade? C'est celle-là. Surtout les infections ORL, quel que soit le germe, les otites, dentaires, etc., pulmonaires, cutanées, d'accord? La tuberculose et les infections qui durent longtemps, les infections prolongées. Pourquoi les infections prolongées? Écoutez-moi bien, ça c'est important. Alors, ça c'est des infections. Ok? Elles sont soignées, elles sont guéries. Mais leur passage a laissé des complexes humains qui ont fait un dégât sur le glomérule. Ok? Pas chez tout le monde, bien sûr, chez certains qui vont finir dans votre cabinet de consultation ou pendant votre garde. Les infections prolongées, quelles qu'elles soient, par contre, les infections prolongées ont une particularité. Quand un malade fait des infections répétées, on prend l'exemple des bronchites chroniques, les gros fumeurs, des malades qui font des infections urinaires maltraitées, puis ça traîne 6 mois, 1 an, 2 ans, et d'autres infections de la voie biliaire qui traînent aussi. Eh bien, il a été observé chez l'être humain que lorsque une infection tombe tard, l'organisme se met à fabriquer une protéine de défense qui s'appelle la protéine amyloïde, que vous avez étudiée en principe. Non? Donc, vous pouvez l'information. Non, je vous demande tous de noter, d'accord? Protéine amyloïde, notez amylose. Attendez. Vous écrivez amylose. Voilà. Vous arrivez à voir amylose. Protéine amyloïde ou amylose. Écrivez plutôt amylose pour la recherche. Vous avez tous Internet maintenant. Pas ici, dehors. Vous rentrez chez vous, tapez amylose. Vous allez être très riche en savoir, en connaissance. Ça va vous enrichir. Pourquoi? Parce que l'amylose est une maladie due à un dépôt de protéines amyloïdes dans tout le corps, au niveau du cœur, du poumon, du foie, du rein, et particulièrement le rein. Très souvent, on a des maladies rénales, on se met à 5, 6, 7 médecins, aussi bien algériens qu'européens, on a vu, j'ai personnellement visité des cas comme ça, même européens, et on cherche la maladie rénale, on ne la trouve pas. Il faut faire la biopsie rénale, dès qu'on l'a fait, l'anapathe vous dit, présence de dépôt amyloïde. C'est une amylose. Donc le malade, il traîne une infection chronique qu'on n'a pas cherchée. Mais si on cherche une infection chronique et l'infection elle traîne, et le malade a des troubles rénaux, des œdèmes, n'importe quoi, une insuffisance rénale débutante, on est sûr à 90% que c'est une insuffisance rénale par amylose. Et son traitement est spécifique. L'information est importante. Le traitement, il est spécifique. C'est un seul médicament, de la colchicine, point. Mais vous ne pouvez pas la donner à l'aveugle. C'est un jarre pour l'aveugle, non. Mais ici, on n'a pas droit à ça. On va essayer.
Alors celui qui vous dit on va essayer, je vais essayer sur vous, avant d'essayer sur le malade. N'est-ce pas? En 4e année de médecine, j'avais un prof tchèque de chirurgie qui nous enseignait le module. Et les universités tchèques, c'est des universités balèzes en Europe. C'est pas de bas niveau. Et bien, qu'est-ce qu'il nous a appris? C'est pour ça qu'on a juré de ne jamais faire médecine en Tchécoslovaquie. Même si on me donne le diplôme cadeau, l'examen, je n'irai pas. Pourquoi? Parce que nous a dit que l'étudiant en médecine, on lui faisait subir tous les gestes qu'il fait au malade. Piquer un malade, mettre un cathéter, prendre quelques médicaments importants fréquents, et mieux encore, des sondages vésicales. Eh oui, on vous sonde partout, même la fibroscopie, on vous fait une fibro, parce que vous voulez être médecin. Ça fait partie de la formation des modules. Vous subissez tout, le scanner, enfin, il n'y avait pas de scanner à l'époque. Vous subissez tous les examens avant d'arriver au doctorat en médecine. Alors, il faut dire alhamdoulilah. Grâce à Dieu, on ne subit pas tout ça. Alors, pour l'amour de Dieu, ne faites pas subir à votre malade des examens qu'il ne mérite pas. D'accord? Faites-le en bonne conscience. Alors, concernant donc les maladies chroniques et l'amylose, c'est une notion qu'il faut connaître, parce que même en cardiologie, peut-être pas dans le module, vous le verrez plus tard en spécialité, il y a l'amylose cardiaque. Quand vous allez lire ce soir ou demain, ou le week-end, vous allez voir que l'amylose peut avoir plusieurs localisations. Et elle n'est pas de diagnostic facile, mais quand on est informé, elle devient diagnostic facile. Vous comprenez bien? Alors, j'ai parlé de ça. Maintenant, les maladies chroniques. C'est le même scénario. Même scénario, sauf que c'est des maladies généralement auto-immunes. Tout à l'heure, dans l'infection, l'antigène était bactérien, était externe, était étranger. Dans ce cas, l'antigène, il n'est pas étranger. Il nous appartient. Une maladie auto-immune, c'est quoi? C'est un anticorps qui se retourne contre nous-mêmes. Oui ou non? On regarde avec des yeux bizarres. Vous l'avez étudié, ça. Maladie auto-immune, donc c'est un anticorps qui se retourne contre notre propre structure, qui peut être le système nerveux, la thyroïde, le cristallin, etc. Et ça vous fait le lupus, la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde, le myélome, la spondylarthrite anchylosante, ces maladies, vous allez les étudier. Donc, les maladies chroniques, surtout les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes, vous le notez comme ça pour vous. Donc, il va y avoir en permanence des complexes humains. Si c'est une polyarthrite rhumatoïde, si c'est une thyroïdite, si c'est un lupus érythémateux, dans chaque maladie auto-immune ou inflammatoire, il y a un complexe antigène-anticorps où l'antigène est l'anticorps même de l'organisme, qui peut être d'un organe quelconque. On va prendre un exemple. En neurologie, il y a une maladie qu'on appelle la sclérose en plaques. Bien. La sclérose en plaques, c'est une destruction de la myéline. La myéline, vous connaissez. Qui ne connaît pas la myéline? Celui qui ne connaît pas, il revient en première année de médecine. Alors, pour des raisons qu'on ignore, on a des hypothèses. On a des hypothèses, s'il vous plaît. On a des hypothèses physiopathologiques. On pense qu'il y a des virus lents qu'on appelle les slow virus. Les slow virus ou virus lents pénètrent l'organisme, on ne se rend pas compte, et vont altérer la myéline. La myéline n'est pas parcourue par le système lymphatique, du tout. Et pour peu qu'il y ait une brèche créée par un virus ou par quelque chose, le système lymphatique va contacter la myéline. Il y a là nos anticorps qui ne connaissent pas la myéline. La myéline n'a pas une carte d'identité pour dire aux anticorps, attendez, je vous appartiens, on est dans le même corps. Non. Ces mêmes anticorps vont considérer la myéline comme étant un corps étranger. Et ils vont l'attaquer, ils vont la détruire. Et ça vous fait la sclérose en plaques. Dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est les synoviales articulaires. C'est-à-dire que les maladies auto-immunes sont nombreuses, et chaque maladie auto-immune a un faciès, une figure, un anticorps, un antigène qui va faire toute la genèse de la maladie. Donc, maladie chronique. Question à poser systématiquement aux malades.
et même chez les antécédents familiaux du malade. Les allergies et les médicaments, c'est à peu près la même chose. Je vous disais tout à l'heure que les médicaments sont éliminés par le rein. Dans les syndromes, je parlais des néphrites du boule interstitiel, la plupart des médicaments sont éliminés par le glomérule ou par le tubule rénal. Parce qu'au niveau du tubule, il y a la réabsorption. Si vous voyez la physiologie, il y a aussi l'excrétion. Oui ou non? Avec des chauffeurs, ils ne savent pas, ils ont oublié. Oui ou non? Dites-moi, j'ai oublié. Oui ou non? Il y a une excrétion là, au niveau du tubule rénal. Oui ou non? Répondez-moi, vous en blanc. Oui. À quel niveau? Chut, silence, je vais le coincer. À quel niveau? Voilà la deuxième année. Elle est partie. Vous vous souvenez à quel niveau là? Bon, à revoir. Bon, il n'y a pas que vous, je plaisante. C'est tout le monde, enfin, ou la majorité. Donc, l'expression, il faut la relire pour comprendre que les médicaments font des troubles. Et on a beaucoup de pathologies rénales iatrogènes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'insuline, la question posée au diabétologue. Il y a une autre question que vous allez poser à n'importe quel résident, dans n'importe quel service. Est-ce que vous allez rentrer en cardio, en pneumo, en neuro, n'importe quel service où vous êtes? Vous allez voir tous les malades hospitalisés sous traitement. D'accord? Posez la question à n'importe quel résident ou assistant. Il y a tel et tel médicament. Ils sont éliminés à quel niveau et quelle est leur toxicité rénale? Silence général. Bien sûr, vous êtes étudiant en troisième année. Allez. Voilà. On ne vous dira jamais, moi je ne sais pas. Comment tu oses me poser cette question à moi? Moi, professeur, vous êtes fou. Je ne pose pas des questions à moi. Moi, je sais tout. Mais, je vous jure que c'est la vérité. Et si... bonjour. Monsieur. Oui, c'est Maintenant, on va décider de faire grève. Ah oui, hein? Pendant 5 minutes, j'ai fini. D'accord. J'ai fini. Donc, les médicaments font partie de la médecine. Le médecin, c'est la maladie, les médicaments. Gardez ça à l'esprit. Dites-vous bien pendant les études de médecine et la pratique après. Ne cherchez pas à connaître des diagnostics. C'est bon, je sais diagnostiquer. Mais le traitement, c'est vous qui le donnez, il est sous votre responsabilité. Est-ce que le traitement que je donne n'est pas néphrotoxique? Est-ce qu'il n'est pas hépatotoxique? Métabolisé par le foie et éliminé par le rein. Je dois connaître ça. Celui qui ne connaît pas ça, bye bye. Voilà. Eh bien, je m'arrête là. Je ne sais même pas quelle heure il est.